Bonjour, de retour pour une nouvelle séquence au sein du Salesforce World Tour. On a parlé des données tout à l'heure, on a parlé dans d'autres séquences des données, de la transformation numérique, beaucoup de choses ici qui sont les sujets tendances de ce Salesforce World Tour. Et là, on va beaucoup parler objets connectés avec les invités que je vous présente tout de suite. Ludovic Lemoine, PDG et cofondateur de la société Sigfox. Bonjour Ludovic, Bonjour. Merci d'être avec nous avec une news aujourd'hui tout de suite, une signature d'un contrat aujourd'hui. Effectivement, on annonce aujourd'hui la signature d'un contrat avec ELM Leblanc pour connecter 100 000 chaudières. Voilà, 100 000 chaudières connectées en objet pour remonter des données. On va en reparler dans un instant. Avec nous également Muriel Barnéou. Bonjour Muriel. Bonjour Frédéric. Bonjour. CEO de Docapost, PDG de Docapost, mais aussi vice-présidente de Syntec Numérique, qui vient d'élire son nouveau président Godefroy de Benzmann, et également présidente du collège éditeur. Et les éditeurs, aujourd'hui, on sait que c'est un moment important pour eux avec ce salon Salesforce. Et puis avec nous, Guillaume Roch, qui est vice-président marketing Europe chez Salesforce. Bonjour. Bonjour. Guillaume, merci d'être avec nous. Tiens Guillaume, un mot. On a eu une plénière ce matin qui était assez dynamisante. Beaucoup de choses. Alors, il y avait un groupe de rock pour lancer tout ça, mais voilà. Et autour des objets connectés, parce que ça va être un peu le sujet de notre séquence. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Comment on réussit à mixer objets connectés, relations clients, enfin avec toutes les activités de Salesforce? Alors nous, on a parlé lors de notre plénière du concept de l'ère des clients. Et l'ère des clients, ça veut dire les clients quels qu'ils soient et où qu'ils soient, quel que soit leur contexte. Lorsqu'on parle d'objets connectés, généralement derrière ces objets, il y a des clients. Donc c'est comme ça qu'on fait un peu le lien avec la capacité que l'on peut avoir à accompagner nos clients à mieux gérer leurs relations avec leurs propres clients au travers d'objets ou d'autres canaux. Les objets étant maintenant un nouveau canal qui vient d'apparaître, qui est assez récent, même s'il commence à se développer. C'est un canal maintenant sur lequel Salesforce accompagne ses clients pour les aider à se transformer. Muriel Barnéou de Docapost et Syntec Numérique, on est vraiment passé du côté, on est très vite passé du côté un peu gadget. Hein. C'est vrai qu'il y a encore 2 ans, on parlait de la brosse à dents connectée, la chaussure connectée. Et puis là, ça y est, on est rentré très vite dans le B2B. Alors c'est vrai que dans le B2B, on parlait beaucoup avant de machine to machine. Voilà, ce terme, c'est un peu enfoui quelque part, mais en tout cas, on en faisait quelque part de l'objet connecté. Mais là, aujourd'hui, ça y est, c'est parti du B2B, du B2B2C. Oui. Enfin, on est en plein dedans. Je pense qu'en fait, Guillaume a raison. Un des premiers sujets de l'objet connecté, c'est la récurrence de la relation avec votre end-user. Et l'industrie l'a très très bien compris. L'industrie de service, d'ailleurs, comme l'industrie, on va dire, plus traditionnelle. Moi, j'appelle ça parfois le chaînon manquant dans le développement de l'industrie. Elle qui est très disruptée par le digital et qui peut souffrir de la disruption par le digital, tout à coup, elle se retrouve avec une capacité à renouveler son business model en installant cette récurrence de relation avec son utilisateur final. Et elle le sent très bien. Syntec a publié un livre blanc là, qui s'appelle « Transformer l'industrie par le numérique ». Les industriels l'ont très bien compris. Ça, c'est le premier sujet. Et d'ailleurs, on peut même dire que c'est même... Enfin, ils ont une vraie carte à jouer dans ce domaine, évidemment, mais c'est même eux qui pourraient prendre de l'avance sur les autres secteurs. Hein, absolument, absolument. On en a un exemple, je pense que Ludovic doit le connaître aussi, mais dans le renouvellement de business model et dans le B2B, la capacité tout à coup à ne plus vendre des avions, mais à vendre de l'heure de capacité de vol, hein, qui est l'avènement du serviciel dans l'industrie numérique et dans l'industrie tout court, qui est un renouvellement juste formidable et qui fait qu'on est passé du gadget, oui peut-être, vous avez raison Frédéric, à tout à coup quelque chose qui devient majeur, et majeur aussi dans l'éthique qu'on va y mettre, mais je pense qu'on va y revenir. On va en reparler. Et puis, Ludovic Lemoine, il y a aussi un côté, je trouve qu'on est passé aussi, et grâce à Sigfox notamment, dans ce côté pragmatique, simple. On regarde l'usage, on voit des capteurs, on voit un gestionnaire de données, on met les antennes. Enfin, ça paraît tout simple ce que je dis, évidemment, il y a beaucoup de technologie derrière, mais on se pose moins de questions aujourd'hui, non? Tout à fait. Je pense que la technologie doit s'effacer au profit du business. La technologie est au service du business. Et aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, nous, dans une relation entre effectivement, un opérateur comme nous et Salesforce, typiquement, éditeur, et les clients finaux comme La Poste, l'enjeu, c'est d'arriver à évaluer l'apport de la collection de data. Si on n'arrive pas vers un ROI, je pense qu'il ne se passera rien. Aujourd'hui, notre enjeu, c'est de voir quels sont les business models qui peuvent décoller et quelles sont les contraintes pour que ces business models-là puissent décoller. Et mettre en place une chaîne globale de captation des données et valorisation des données dans le cloud. Et si on n'arrive pas à faire ça, travailler tous ensemble dans cet esprit-là, on fera des POC. Mais je pense qu'on a fini l'ère des POC aujourd'hui. Et maintenant, on est dans un vrai challenge parce que, comme dit Muriel, il y a tout ce qui est des aspects de la ubérisation, des intermédiations qui sont des vrais challenges.
que tous les industriels vont devoir faire face. Et l'IoT, Internet des objets, est un moyen de rentrer rapidement dedans. Et on a la chance, ici, enfin en France notamment, avoir quand même pas mal d'acteurs qui ont pris la balle au bon. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Et comme tu le disais, on n'est plus dans le gadget. Oui, et puis je pense que les industriels ont compris aussi, à un moment, même des Michelin, enfin des grands industriels se disaient, non mais attendez, nous, Uber, ça ne nous arrivera pas, c'est du service, c'est du logiciel. Mais ils ont tous compris aujourd'hui que il ne disparaîtrait pas évidemment comme ça, mais il finirait peut-être par être juste un petit bout de la chaîne et ne pas réussir, et alors qu'ils veulent garder le contrôle. Hein. C'est un peu ça Tout à fait, je pense qu'ils ont vu que la vague, quand on prend la vague, une fois qu'elle est là, c'est quand même compliqué. Si on la surfe au bon moment, oui, je pense que c'est beaucoup mieux. Et je pense que ça, ils l'ont compris. Il y a eu des exemples précédents, des Kodak ou d'autres qui n'ont pas vu les vagues arriver et qui malheureusement aujourd'hui ne sont plus là. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri de ça. Et par contre, la prise de conscience, parce que maintenant il y a quand même des exemples qui ont fait parler d'eux, que je pense que les industriels sont prêts aujourd'hui. Même qu'ils l'ont vu, qu'ils l'ont vu arriver, mais qui ont pensé pouvoir la freiner. Oui. Parce que c'est terrible, les Kodak. Ils l'ont vu. Oui, ils l'ont vu. Mais ils ont pensé que c'était quelque chose qu'on pouvait contrôler, dont on pouvait empêcher l'avènement. Et je crois que c'est aussi ça un des grands enseignements. C'est un enfant du numérique, c'est un enfant du digital, l'IoT. Et on a compris à quel point la puissance de cette relation avec le client est tellement forte que vous ne pouvez pas l'empêcher d'advenir. Et je pense que Ludovic a mis le doigt sur un élément fondamental, c'est que ça n'est pas une discussion technologique uniquement. Évidemment, Sigfox permet la captation de l'ensemble de ces signaux avec des protocoles relativement simples qui permettent justement de créer de nouveaux processus métiers et de nouveaux modèles métiers. Mais ce qui est vraiment important là, c'est qu'est-ce que l'on fait finalement de toute cette information qui est envoyée en temps réel par des objets connectés, que ce soit des équipements si on parle industriel, que ce soit des objets manipulés par des consommateurs, que l'on est tous ici par exemple. Que fait-on de cette information et comment on va déclencher des actions qui vont avoir sens dans un contexte donné. Je pense que c'est ça fondamentalement la révolution. Et prenons cet exemple ELM Leblanc. Alors sans rentrer dans les coulisses de la tractation, mais voilà, eux ils ont regardé l'usage. On a des clients, on a besoin d'avoir un peu plus d'informations, de leur donner aussi plus d'informations. Et du coup, voilà une solution qui... Typiquement, là c'est un très bon exemple, vous verrez dans le communiqué de presse, mais en gros ce que dit ELM Leblanc, c'est qu'ils ont testé le monde du GSM, ils ont abandonné parce qu'ils n'avaient pas atteint les economics. Donc parce qu'il y avait une carte SIM partout. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas une critique par rapport aux opérateurs GSM, etc. C'est que le business model de qu'est-ce que ça apporte de connecter une chaudière versus de ne pas la connecter, la marge opérationnelle est telle qu'elle ne peut pas supporter un coût technologique supérieur à temps. Et donc, ce qu'on appelle aujourd'hui à ELM Leblanc, c'est la capacité de rendre ce service à ses clients en pouvant faire en sorte d'avoir un bénéfice utilisateur, client final, mais aussi, bien sûr... En n'augmentant pas le prix de la chaudière de 25%, voilà. et en créant un service aussi derrière, parce qu'en plus, on va créer une nouvelle relation entre, j'imagine, le vendeur de chaudière avec son client, à part se voir pour la maintenance et puis une fois tous les 10 ans pour la changer. Effectivement, on reprend connaissance de son client. Hier, il y avait un témoignage où dans certaines industries, on voyait ses clients à travers des ID d'un numéro, par exemple, de châssis haute. Maintenant, on va voir à travers leur propre nom. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de remettre le client quand même dans la relation entre les fournisseurs de matériel ou d'équipement. Et c'est ce qui va se passer, c'est que la chaudière, c'est un prétexte. Et après, d'ailleurs, on a une relation plus de proximité, on connaît mieux ses clients et on peut arriver à leur proposer des services bien mieux adaptés. Muriel Barnier. Et pour compléter sur votre question qui est vraiment le gadget et est-ce qu'on est sorti du gadget, l'autre élément qui commence à arriver, qui est encore débutant mais qui est énorme, qui est aussi la capacité à interconnecter les objets. Ça c'est très important parce que le service va naître aussi du fait que non seulement je peux connecter la chaudière et lire et être en préventif en termes de maintenance, mais je peux aussi derrière connecter d'autres objets de la maison, croiser ces données et commencer à apporter un service, une proposition de valeur qui là va être encore plus amplifiée. Ça veut dire qu'on va passer par exemple d'un objet aussi simple qu'une cafetière, une machine à laver, un compteur électrique, à tout à coup une proposition qui est compte tenu de la façon dont vous consommez. Voilà ce que je peux vous amener. Ça, c'est devant nous et c'est juste énorme. Guillaume Roch, qu'est-ce que ça change alors pour des éditeurs comme Salesforce qui traitaient des personnes? Là, tout d'un coup, ça y est, on a un afflux de données considérable qui arrive parce qu'on parle des chaudières, mais voilà, on parle des voitures connectées, ça va être la domotique, ça va être l'ensemble de la maison qui va être connecté. Enfin voilà, on multiplie en dizaines de milliards tous les objets qui vont être connectés. Mais justement, pour gérer ces données, voilà, comment ça se passe chez vous, chez Salesforce? Le challenge, c'est faire sens de la donnée. C'est comment, de ces milliards d'interactions
du fait de ces événements qu'on va recevoir en permanence de différentes natures d'objets, comment on fait le lien derrière avec une action métier, quelle qu'elle soit. Si je reçois par exemple de manière proactive des demandes de maintenance d'équipements dans l'industrie, ça veut dire qu'il faut peut-être que je dispatche un technicien qui va aller faire la maintenance de manière efficace, proactive, sans qu'à un moment donné, l'outil ne tombe en panne, par exemple. Et je pense que c'est aussi la combinaison des deux, c'est-à-dire l'intelligence et ces signaux et la capacité qu'on a à faire sens de ces signaux qu'on reçoit qui va faire toute la différence. Et c'est aussi, et c'est ce qu'on tente chez Salesforce de faire avec IoT Cloud, par exemple, de redonner un peu la main aux personnes qui vont identifier finalement les règles qui vont avoir du sens et qui vont déclencher des actions. Je vais définir une règle, par exemple, j'ai démontré ce matin lors d'une petite démonstration dans le cadre de Schneider Electric la capacité qu'un équipement avait à remonter une demande de maintenance qui va automatiquement au sein, par exemple, de Service Cloud, créer une requête pour aller ensuite déclencher une intervention d'un technicien de maintenance. Toute cette chaîne qui pouvait prendre du temps auparavant, qui pouvait parfois même d'ailleurs arriver après que l'équipement soit arrivé, non pas en bout de vie, mais soit suffisamment usé pour que la maintenance ne soit plus proactive mais réactive, ça change complètement les modèles. Parce que évidemment, si vous n'avez pas à changer une pièce, vous allez faire des économies d'échelle. Si vous avez une intervention qui va permettre de maintenir l'équipement en vie depuis plus longtemps, là encore, vous allez changer totalement l'économie liée à un certain nombre de métiers. Et je pense que c'est fondamental. C'est ce que fait le hub numérique, exactement de DocaPost et de la Poste, c'est rendre cette interconnexion possible entre les objets, faire jouer ce qu'on va appeler des instanciations, c'est-à-dire le fait que c'est if then that, si se passe ceci, alors ceci et ceci, avec un service facteur en bout de chaîne, qui peut être un élément aussi extrêmement utile, important pour changer des piles, s'assurer d'une simple fonctionnalité ou d'un bon fonctionnement simple des objets, voire amener du service de proximité. Et c'est pas gadget. Ludovic, est-ce que ça veut dire que vous avez des clients, alors on ne va pas rester sur cet exemple LM Leblanc, mais est-ce qu'il arrive des clients, alors voilà, ils ont trouvé le ROI pour l'une de leurs applications et finalement avec toutes les données qu'ils récoltent, ils vont créer d'autres services et ils vont développer complètement, ils vont mettre en place des choses auxquelles ils n'avaient pas du tout pensé. Alors oui, j'ai un bon exemple. Je ne vais pas citer le client parce que je n'ai pas son autorisation, mais un client qui a beaucoup de réfrigérateurs et qui vend des produits surgelés, s'aperçoit qu'en mettant un système de contrôle de maintenance de ces réfrigérateurs, pour détecter qu'ils sont tombés en panne, ça c'est l'idée originale, je connecte mes réfrigérateurs pour savoir s'ils fonctionnent correctement. Il s'est aperçu qu'en corrélant la température qui chute quand vous ouvrez à chaque fois, plusieurs fois. Donc on monitor les heures de rush. Ils ont réussi à influer sur leur chaîne d'approvisionnement, donc des produits dans leur magasin, en fonction à partir d'un système qui avait été créé pour la maintenance. Donc voilà comment la sérépendité en fait, qui est là, parce qu'on va pousser des tonnes de data sur les serveurs. On va percevoir des choses comme ça qu'on ne voyait pas à l'œil nu ou qu'on ne pensait pas. Et c'est ça pour moi les enjeux d'Internet des objets. C'est pas simplement pousser des données, collecter des capteurs, mais c'est qu'on va s'apercevoir de corrélations de données qu'on ne pouvait même pas imaginer à l'œil nu. Et donc on rentre dans un secteur fabuleux. Et c'est là où on a ce terme du big data qui entre, parce qu'on va regarder les horaires de rush, la température qui baisse, les produits, la température extérieure, parce que les gens vont peut-être acheter plus de glace aujourd'hui à Paris qu'il y a encore 3 jours. On a été plutôt acheter des bonnes soupes bien chaudes. Guillaume Roch, c'est ce qui change, c'est qu'on a tous ces Absolument. On a tous les paramètres qui viennent là des réfrigérateurs, de la température. Absolument. Donc je pense aussi le cloud et quelque part aussi propose la capacité à récolter l'ensemble de ces données où avant c'était compliqué. C'est-à-dire que quand vous aviez ces données qui étaient dans des data centers divers et variés, c'était compliqué de faire la reconsolidation et finalement l'analyse a posteriori des données pour déclencher des actions intelligentes. Le fait qu'on soit dans le cloud, que ces données soient centralisées et qu'on puisse justement faire sens de données venant de différents endroits, change complètement la donne. Et je pense que l'exemple que Ludovic donne est excellent. C'est un exemple typique de comment je peux améliorer ma chaîne de production, par exemple, et avec un client qui sera encore mieux servi. Muriel Barnéou, au sein de Syntec Numérique, donc il y a eu ce livre blanc sur la transformation de l'industrie, notamment par les objets connectés. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'il faut pousser un peu tous les adhérents à Syntec Numérique à leur dire de réfléchir, même s'ils ne sont pas forcément concernés, mais leur dire réfléchissez à ce que vous pourriez faire avec les objets connectés? Ça c'est fondamental. Pousser peut-être un mot fort, mais en tout cas leur montrer que ça n'est pas quelque chose qui est
étrangers à leur business model, étrangers à la chaîne de valeur qu'ils apportent à leurs clients, quelle que soit d'ailleurs la nature de cette relation, et pas étrangers non plus à leur univers, parce que ça paraît parfois un peu loin, un truc un peu d'un autre univers, hein, cette IoT. Et la mission de Syntec là-dedans, elle est justement d'apprivoiser d'une certaine manière ces problématiques. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, on avait ce qu'on appelle un Syntec Camp, enfin un atelier dans lequel on leur parle de la propriété intellectuelle, du traitement des données à caractère personnel, dans laquelle on va travailler sur le sujet des logiciels incorporés, tout ce qui, à un moment ou à un autre, doit être observé à l'aune d'un droit nouveau, des business models nouveaux pour les accompagner et se sentir à l'aise dans cet univers qui est complètement nouveau. Parce que la question de la donnée et de la propriété de la donnée et de l'usage qui est fait de la donnée, c'est aussi, pour terminer sur votre question de à quelles conditions c'est possible, c'est aussi, de mon point de vue, un élément majeur de l'avènement de cette IoT. Sinon, si c'est boîte noire, si c'est, on va dire, règles de gestion totalement opaques, alors on va être dans un phénomène de rejet terrible parce que ces objets, ils parlent de nous. Il parle de la façon dont on vit dans nos maisons. Les outils de santé, de bien-être. Exactement. Et tout ça. D'où, après, évidemment, la Poste dans cet univers avec tout ce que l'on sait sur son caractère, on va dire, œcuménique, bienveillant dans la gestion de ces données. C'est un sujet très important. Tiers de confiance, c'est très important. Oui, vous voulez rajouter quelque chose, Guillaume? Non, j'allais juste dire qu'effectivement, la confiance, elle est capitale. Hein. C'est un peu aussi le leitmotiv de Salesforce. De s'assurer que ce que l'on va faire des données reste déjà la propriété de nos clients. Hein. Il faut savoir que Salesforce est un des acteurs majeurs du cloud qui est le seul ou un des seuls à faire que les données restent la propriété de nos clients. Salesforce n'est pas propriétaire de la donnée, donc ça c'est quand même un élément fondamental. Donc oui, la confiance est au cœur de ces enjeux parce que si vous n'avez pas confiance dans la façon dont ces données vont être traitées, ou la sécurisation de ces données, ou effectivement qui y a accès, vous ne pouvez pas tirer profit et parti de ces objets. Oui. Ça, et on va conclure là-dessus. Ça, ce serait la deuxième étape dans un projet IoT. Ludovic Lemoy, il y a la partie techno, partie infrastructure, on met ça en place. Et ensuite, voilà, comment on sécurise les données, comment voilà, elles ne s'évanouissent pas dans la nature. Enfin, aujourd'hui, quand vous discutez avec les clients de Sigfox, on est vraiment passé. Ça y est. La partie technique, on sait que ça marche. La partie pratique, voilà, on sait que les technos, tout ça fonctionne, que ça. Mais maintenant, il y a cette éthique autour des données. Voilà, l'éthique est un point, et je pense qu'on pourra en débattre longtemps, mais je voudrais insister sur le pragmatisme, parce que la sécurité, la confidentialité a un prix, et donc il faut aussi voir à quel moment, quel est le niveau de prix avec le niveau de confidentialité, typiquement un capteur de fumée. Est-ce que je vais mettre 1 euro excédentaire pour avoir une sécurité optimum, ou finalement si on me hack mon capteur de fumée et qu'on sait que finalement il a plus de batterie. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir l'information. Donc il faut mettre la sécurité, la privacy au bon niveau. Il ne faut pas chercher à être plus royaliste que le roi et aboutir à des solutions qui sont trop chères et qui n'arrivent pas. Et donc c'est aussi, voilà, donc je pense que c'est important, la confidentialité. Je pense que Salesforce l'a mentionné, ils ont des serveurs sécurisés, etc. Donc on peut faire confiance à la privacy. Mais après, dans la chaîne globale, il faut être très pragmatique et ne pas vouloir parfois, qu'on a tendance en France avec les principes de précaution, etc., vouloir dès le départ mettre toute la sécurité du monde et aboutir sur une solution qui ne démarrera pas. D'ailleurs, c'est ce qui change un peu dans le monde, même dans le monde de la cybersécurité. Hein, les entreprises, même il y a le cycle de vie de la donnée qui parfois est, est au top. Absolument, et puis après, 10 jours après, elle ne vaut plus grand-chose. Donc, ce n'est pas la peine de continuer à la sécuriser niveau 5. Il y a aussi un moyen très peu coûteux de la sécuriser. C'est ce que moi j'appelle, enfin ce que tout le monde appelle l'empowerment des gens. Et l'empowerment des gens, ce sont des choses très simples, consistant à vous rendre en capacité, avec des apps très simples, de décider de ce que vous partagez, de ce que vous ne partagez pas, d'avoir des rapports très simples aussi sur ce que vous avez partagé, ce que vous n'avez pas partagé. Quand on va sur Facebook, on voit qu'il y en a qui sont prêts à tout partager. Voilà, et y compris de savoir ce qu'il en a été fait de la part de votre fournisseur. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les entreprises sont très en appétence de ces dispositifs parce qu'elles se sentent très concernées sur ce sujet d'empowerment et de privacy. Allez, on conclut là-dessus. Guillaume, le mot de la fin pour cette séquence. Le mot de la fin, je pense que les objets connectés sont là et sont là pour rester, vont révolutionner, c'est peut-être même, on parlait de ubérisation, on va peut-être parler d'objectisation, j'en sais rien, de l'économie.
je pense que c'est la révolution qui arrive. Eh bien, merci à tous les trois, Guillaume Roch, Ludovic Lemoine et Muriel Barnéou. On se retrouve pour une autre séquence vidéo, ce sera un peu plus tard, ici même au Salesforce World Tour. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.